Donc aujourd'hui, nous allons traiter l'anate physio de l'oreille au niveau 4. On va traiter d'une part l'oreille externe, dans un deuxième temps l'oreille moyenne ici, et puis l'oreille interne ensuite avec les deux nerfs qui sortent, le nerf vestibulaire et le nerf auditif. L'oreille externe, elle comprend le pavillon de l'oreille, qu'on voit ici, donc c'est la partie qui en fait est externe, qui capte les sons et qui va les canaliser vers le conduit auditif externe, ici, qui conduit les sons jusqu'au tympan, qui ferme cette oreille externe. Il est possible que cette oreille externe soit obstruée soit par du cérumen, soit par des corps étrangers, soit par une cagoule de combinaison qui viendrait ici s'ajuster parfaitement ici devant l'orifice de l'oreille. Le pavillon, son rôle, donc, c'est de protéger l'oreille moyenne des corps étrangers. C'est pour ça que cet orifice ici est quand même protégé de l'extérieur par toute cette partie ici un peu compliquée dans son anatomie. Le conduit auditif externe, ou CAE, en fait, il est recouvert à l'intérieur de poils. Et les cellules qui sont le long de ce conduit auditif externe sécrètent un produit un peu visqueux, un peu gluant, qu'on appelle le cérumen. Et tout ça contribue à interdire à l'entrée de corps étrangers dans ce conduit auditif. Une des actions qui permet de contribuer à éviter les accidents de l'oreille externe, c'est d'éviter d'utiliser les cotons-tiges qui, au lieu de retirer le cérumen, vont avoir plutôt tendance à le repousser dans le fond par ici, et donc à en faire des amas qui vont finir par boucher l'oreille. Et en plus, ça va abîmer les petits poils, les petits cils vibratiles qui sont tout du long de ce conduit auditif externe et qui servent à repousser vers l'extérieur le cérumen qui a été fabriqué et les corps étrangers éventuels, les poussières qui auraient réussi à s'introduire. À la suite d'une plongée, surtout quand c'est dans des eaux chaudes, on a tout intérêt à rincer à l'eau douce, à l'eau propre douce après une plongée, et puis de ne pas laisser macérer l'eau dans un conduit qui est plus ou moins escarpé. Le tympan, il ferme cette oreille moyenne. C'est une membrane en fait fibreuse. Quand on regarde à l'aide d'un otoscope, on se retrouve avec quelque chose d'un peu gris. Et puis là, ce qui est représenté ici, un triangle un peu brillant. Il sépare donc l'oreille externe de l'oreille moyenne. Et cette membrane, elle est mise en vibration sous l'influence des sons qui sont des ondes sonores. Cette membrane sert à transmettre en fait aux osselets qui sont dans l'oreille moyenne les vibrations qu'elle subit. Si elle est malade, blessée, elle va être le siège de ce qu'on appelle des réactions otitiques. Donc c'est ce qu'on appelle classiquement l'otite. Voilà. Elle est ensuite susceptible de déformations qui peuvent entraîner des douleurs, mais si la déformation est trop importante, elle peut même se déchirer. L'oreille moyenne est juste derrière le tympan. C'est en fait une cavité remplie d'air et qui est creusée dans un os sur le côté de la tête qu'on appelle l'os temporal. La paroi antérieure de la cavité est percée d'un orifice qui s'ouvre directement sur la trompe d'Eustache, dont vous avez entendu parler déjà depuis le début de votre plongée. La trompe d'Eustache, elle relie l'oreille moyenne à la partie supérieure et haute du pharynx, ce qu'on appelle le cavum, juste en arrière des fosses nasales. La trompe d'Eustache, son rôle, c'est d'aérer la caisse du tympan et puis de permettre d'équilibrer les pressions de part et d'autre, en fait, entre le carrefour aérodigestif supérieur, qu'on a vu quand on a traité l'appareil ventilatoire, et la caisse du tympan. Cette trompe d'Eustache, elle est formée de deux cônes qui sont rejoints par le sommet. Elle est plus ou moins sinueuse, elle s'ouvre plus ou moins facilement. C'est ce qui rend compte du risque d'accident plus ou moins facile, en tout cas, de manœuvres d'équilibration du tympan plus ou moins faciles en fonction des gens. Cette trompe d'Eustache, elle peut être obstruée, elle aussi, en cas d'infection orale, quand il y a un rhume, puisque c'est très près des fosses nasales. Et donc, si la muqueuse est congestive, ça va boucher un peu cette trompe d'Eustache et rendre difficile les manœuvres d'équilibration. De même, si on fait beaucoup de descentes et de remontées dans une même plongée, elle va être un petit peu démaciée, là aussi, du fait qu'elle a été irritée par des équilibrations répétées. La chaîne des osselets, donc, qu'on voit dans l'oreille moyenne, et donc on voit ici la trompe d'Eustache qui vient juste au bas de la caisse du tympan. La caisse du tympan, c'est toute cette cavité ici. Le tympan ici.
Et la chaîne des osselets, donc, elle est représentée par le marteau, dont le manche ici vient se coller sur la membrane du tympan. On arrive même à le voir par transparence quand on regarde à partir d'ici avec un otoscope. Ce marteau, il est articulé avec l'enclume, donc il tape sur l'enclume finalement. Et cette enclume ici, elle est reliée à un autre osselet qu'on appelle l'étrier, parce qu'il a une forme d'étrier. Cet étrier, il va s'insérer ici dans la paroi opposée par la fenêtre ovale, en fait, qui sépare l'oreille moyenne ici de l'oreille interne qui est de l'autre côté. On a en dessous de cette fenêtre ovale ce qu'on appelle la fenêtre ronde, qui est un orifice là aussi fermé par une membrane. La chaîne des osselets, donc on voit ici sur une petite animation son fonctionnement. Elle sert essentiellement à transmettre les mouvements de la membrane tympanique qu'on voit ici, donc à transmettre ici à la membrane qui est dans la fenêtre ovale. Et par l'intermédiaire de l'étrier, en fait, elle repousse les liquides qui sont derrière, dont on parlera tout à l'heure. En opposition ici, la fenêtre ronde de l'autre côté, elle va amortir ces mouvements de liquidiens qui sont là, ici, dans l'oreille interne, de façon à ce que tout ça fonctionne correctement. On comprend bien que ici, si on augmente la pression ou si on la baisse, dans cette cavité remplie d'air, on peut avoir des lésions au niveau du tympan ici, au niveau de la chaîne des osselets, ici au niveau de la fenêtre ovale et aussi au niveau de la fenêtre ronde. Donc de connaître un petit peu l'anatomie de et le fonctionnement de l'oreille moyenne permet de comprendre pratiquement toutes les atteintes barotraumatiques de l'oreille. L'oreille interne, enfin, de l'autre côté, elle contient donc les organes de l'équilibre et de l'audition. C'est une cavité osseuse qu'on a représentée ici, et qui comprend en fait le labyrinthe osseux, le labyrinthe ici qui est constitué d'une partie centrale, on va dire le vestibule, par laquelle on va rentrer, admettons, par la fenêtre ovale, qu'on retrouve ici, dans le vestibule. Sur la gauche, quand il s'agit de l'oreille droite, donc en fait en arrière, on a affaire aux 3 canaux semi-circulaires qui sont situés dans les 3 plans de l'espace. Et en avant, donc à droite, quand on rentre par le vestibule, on a ce qu'on appelle la cochlée ou le limaçon, qui ici est abouché au vestibule et est séparé tout du long du parcours ici par une lame osseuse en 2 parties. À l'intérieur de ce labyrinthe osseux, on trouve la même chose, on trouve le labyrinthe membraneux. Au niveau du vestibule, on a 2 poches ici, qui sont reliées entre elles par un petit tuyau. À ces poches-là, en arrière, donc, sont reliés les canaux semi-circulaires membraneux, qui sont dans les canaux semi-circulaires osseux. Et à l'avant, le limaçon, qui ici est dans la cochlée. Voilà. Alors, les canaux semi-circulaires, le vestibule, contiennent des cellules sensorielles qui sont responsables en fait de l'équilibration, qui sont en connexion avec un nerf qui va partir par là et qui s'appelle le nerf vestibulaire. Et ici, dans le limaçon, sont ici des cellules sensorielles qui sont responsables de l'audition et qui sont en connexion avec le nerf auditif. Entre ce labyrinthe membraneux et le labyrinthe osseux qu'on a vu juste avant, il y a du liquide, c'est la périlymphe. Et dans ce labyrinthe membraneux, il y a du liquide aussi, qui est un autre liquide, qui a une composition presque identique, mais quand même un peu différente, et qu'on appelle l'endolymphe. C'est le mouvement de ces liquides qui va stimuler les cellules dont je parlais, les cellules neurosensorielles, et qui vont donc être responsables d'une part de l'audition, et d'autre part de la reconnaissance par le cerveau de la position de la tête dans l'espace. Ces liquides vont être mis en mouvement de 2 façons. D'une part par l'étrier qui va être, quand il est mobilisé sous l'influence du tympan, et qui va donc imprimer des mouvements de va-et-vient dans la fenêtre ovale. Et puis la mobilisation de la tête, plus ou moins rapidement, qui va déplacer le liquide dans les canaux semi-circulaires. Les nerfs auditifs et vestibulaires, on les retrouve ici. Donc le nerf vestibulaire, il ressort des canaux semi-circulaires et le nerf auditif de la cochlée. Et ils vont se réunir, ces 2 nerfs, pour aller ensuite pénétrer le bulbe rachidien. Alors l'audition, comment ça fonctionne? Les sons, on l'a vu, ils sont captés dans l'air par le pavillon.
ils vont être dirigés vers le tympan par l'intermédiaire du conduit auditif externe. Le son, c'est des ondes en fait, qui vont entraîner des vibrations au niveau du tympan. Et ces vibrations vont être amplifiées par la chaîne des osselets dans un rapport de 1 à 40. Donc une très petite variation de la membrane tympanique va entraîner une variation beaucoup plus importante au niveau de l'étrier. Cet étrier va donc transmettre les vibrations à la périlymphe, puis à l'endolymphe du canal cochléaire. Et c'est les cellules auditives qui vont être stimulées sous l'influence de ces vibrations. Le système auditif, donc, il est conçu pour en fait réceptionner les sons dans l'air. Et dans l'air, le son arrive, on va dire, avec une différence d'un 2/1000 de seconde entre d'une oreille à l'autre. Et le cerveau, lui, il est capable de percevoir cette différence. On verra que dans l'eau, cette différence étant beaucoup plus courte, le cerveau n'est plus capable de différencier l'endroit et d'analyser en fait la direction de provenance du son. Au niveau de l'équilibration, c'est plutôt au niveau du vestibule que ça se passe et des canaux semi-circulaires. Il y a des cellules sensorielles qu'on a vues, dont on a parlé, qui sont un peu spéciales et responsables donc, de cette équilibration, et dont certaines sont coiffées par des otolithes, qui sont comme des petits cailloux en fait, dans ces canaux semi-circulaires ou dans ce vestibule. Ces petits cailloux, quand ils se déplacent, en fait, ils augmentent la sensibilité des cellules au déplacement des liquides. L'influx nerveux il naît de ces cellules-là, et puis donc par le nerf vestibulaire, il va aller jusque dans le cerveau. C'est le cerveau qui va synthétiser tout ça, comme on a vu quand on a traité le système nerveux central, et ce qui permet d'avoir un maintien automatique et inconscient de l'équilibre. En plongée, c'est important de savoir qu'il y a de l'eau dans cette oreille interne, puisque c'est grâce à ça qu'on comprend qu'en fait, il peut y avoir des bulles qui surviennent à l'intérieur dans cette oreille interne. D'autre part, l'oreille est très richement vascularisée, il y a beaucoup de vaisseaux qui y arrivent, mais ils arrivent tous en circulation qu'on appelle de type terminal, c'est-à-dire qu'au bout de l'artère arrive la veine et il n'y a pas de suppléance entre plusieurs artères. Donc quand il y a obstruction, en fait, il n'y a pas de suppléance possible et les lésions donc, risquent d'être importantes. Par contre, quand on a une atteinte vestibulaire, on a une lésion vestibulaire, on va avoir des troubles de l'équilibre. Si on n'arrive pas à récupérer de ces lésions, il peut y avoir une compensation par le côté opposé. Voilà. On peut voir aussi des troubles de l'équilibration quand il y a une asymétrie en fait, d'une oreille sur l'autre. S'il y a une variation de pression dans une oreille différente de l'autre oreille, il peut y avoir en fait, des modifications physiologiques qui entraînent soit des troubles de l'équilibre, soit on peut voir des stases veineuses qui peuvent être générateurs d'hypoxie.